Bonjour à tous. Écoutez, oui Benjamin, ça va être très facile d'être beaucoup plus court, parce que beaucoup de choses dont je voulais parler ce matin ont déjà été dites, enfin ça ont été dites ce matin, donc... Et puis, je suis très impressionné par l'idée que ce soit à moi qu'il ait choix de devoir relancer l'après-midi. J'ai peur de vous ennuyer à mourir. Ceci dit, si vous vous assoupissez dans une demi-heure, vous n'aurez rien perdu. Je vais vous parler... comment fait-on pour passer les images, Benjamin, s'il vous plaît? Comme ça? Ah, merci, c'est très simple. Excusez-moi, merci beaucoup. Je vais vous parler d'une très belle église à laquelle je me suis vraiment beaucoup attaché, une très belle église du Perche, Saint-Barthélemy de Montiro. Ne cherchez aucune malice dans l'homonymie. Je ne ferai pas la présentation que j'ai faite au jury du concours, quoique je vais réutiliser le diaporama pour être fidèle à l'étude, ne serait-ce que cela. Je tâcherai plutôt de parler de méthode, et puis Benjamin et Pierre, je ne sais pas si Pierre est encore ici, m'avaient demandé de parler de mes interventions sur les charpentes et sur des peintures de la Chapelle Nord. Pour ceux qui me connaissent, rassurez-vous, je ne partirai pas dans une grande diatribe sur la géographie. Vous savez que c'est une discipline à laquelle je suis attaché. J'ai été étudiant à l'Institut de géographie Paris 1, Paris 4. Ce n'était pas l'objet dans cette étude-ci. Ceci dit, je me suis interrogé sur les riches forêts du Perche qui sont connues, et je parlerai tout à l'heure d'essence de bois en abordant les charpentes. Et je vais dire un mot sur la géologie, qui est une discipline à laquelle les architectes doivent absolument s'intéresser. L'église de Montiro, qui donc est sur un point culminant du Perche, un plateau, et sur un sous-sol de craie, donc de marne à silex, avec des bancs de sable très riches en oxyde de fer. La carrière que j'ai prise en photo est située à quelques kilomètres de Montiro. Et également ce que l'on appelle du grison, qui n'est pas exactement une roche, n'est-ce pas, mais un agglomérat de silex et d'oxyde de fer. Et ce sont ces matériaux issus de l'épierrement des champs qui constituent l'essentiel de la construction de l'église et qui lui donnent cette couleur et cette matière très particulière, à l'exception bien sûr de la craie, qui est une craie d'extraction, qui a été utilisée dans une période de reconstruction. Donc vous voyez une première discipline à laquelle s'intéresser. Sur un autre sujet, on a pu voir que par exemple les pierres d'épierrement des champs participent également au paysage immédiat autour de l'édifice, par exemple dans le Dauphiné, dans les clapes, vous savez, ces systèmes de peigne en fait dans le paysage. Bien sûr, les étudiants de l'école de Chaillot sont mieux armés sur l'étude historique. Alors, dans le cas de l'église, effectivement, ça a eu un impact très important. J'ai été très aidé par Françoise, qui est ici, merci Françoise, qui est la présidente de l'association de sauvegarde de l'église et qui avait déjà fait un gros travail de débroussaillage qu'il a fallu reprendre, hiérarchiser et surtout ouvrir en diagonale, par exemple, avec la généalogie dont je parlerai. La première surprise lorsque j'ai abordé cet édifice, c'est que j'avais lu partout qu'il s'agissait d'une église construite au XVIe siècle. Et le moins que l'on puisse dire, première observation, c'est que c'est un édifice reconstruit sur des bases romanes. Et là, l'œil de l'architecte et le travail du dessin et du relevé, où j'ai choisi sciemment de le faire au crayon, à la mine de plomb, révèlent ces bases romanes. Je vais assez vite sur l'historique, sinon je n'aurai pas le temps. Il y avait ce cactoire que vous avez deviné avant, que l'on voit ici en coupe, dont les bases doivent être celles d'une tour-clocher avec une chapelle haute à Saint-Michel, qui est une typologie courante dans la région. Mais il y a différentes évidences sur place d'un clocher-peigne, qui est également une typologie assez courante, dont certaines très évidentes, les empochements que vous voyez pour la tribune d'accès au peigne, et la naissance des contreforts, un peu comme à l'église d'Arville en bas, l'usure des cordes sur l'arrière-voussure du portail occidental. Alors, ce portail occidental que vous voyez là dessiné, qui porte toutes les caractéristiques de la première Renaissance française, avec une grande influence italienne, me permet d'introduire la première campagne de reconstruction au XVIe siècle.
je vais aller vite, hein. On a reconstruit au XVIe siècle, essentiellement on a relevé une charpente en 1532 sur le chœur et l'abside à pan coupé, et dans la foulée on a construit la chapelle sud. Puis il y a une deuxième grande période de construction qui concerne la charpente occidentale, celle de la nef, et également dans la foulée la réalisation de la chapelle nord, sur sans doute des bases romanes, parce que vous voyez qu'il y a une pile engagée. Voilà. Et l'un des intérêts de l'étude a été aussi de replacer ce monument, qui aujourd'hui, vous voyez, j'ose pas dire rustique, parce que je ne voudrais pas que ce soit perçu d'une manière négative, mais qui est quand même une belle église de campagne. Or, ça fut une commande d'un couple de commanditaires, la famille de Montiraud, Louis III de Montiraud et Ambroisine de Villiers, qui étaient des gens très proches du pouvoir royal, de François de Montmorency et d'Anne de Montmorency, le grand connétable de France, puisque la sœur ou la cousine de Louis III fut la préceptrice des enfants d'Anne de Montmorency. Donc des gens qui étaient très au fait des dernières évolutions de l'art. Louis III aurait été à Pavie, sous réserve, donc il a vu l'Italie, et ce n'est pas sans raison que ce beau portail est à Montiraud. Il y a d'autres commanditaires, dont Gallo, qui est à droite. Donc voici des dessins de ce qui a été repris vers 1532, 1538, des baies en quinte de point à cavé, donc encore avec un caractère très gothique, flamboyant, et une charpente avec quelques traits archaïques, notamment le montage, l'assemblage des entrées retroussées sur les fêtages et sous-fêtage. Voici les très belles verrières de l'abside qui furent à l'origine de la première protection de l'église en 1906, dont il ne vous échappe pas que le modèle est sans doute les verrières de Saint-Axel d'Écouen, et vous avez compris le lien entre Anne de Montmorency et la famille de Montiraud. Il y a 2 cartouches sur ces verrières. Là, je parle pour la méthode. On s'intéresse souvent, jusqu'à présent, on s'intéressait beaucoup à l'église de Saint-Barthélemy-Montiraud à cause d'un document qui est une minute latine suite à la consécration de l'église à Saint-Barthélemy en 1555. C'est un cartouche qui est sur la verrière de la Bézéraud, sur lequel j'ai interrogé Françoise Gatouillat, et qui était d'accord avec moi pour dire que probablement ce cartouche a été modifié. La vraie date est 1536 sur la baie 1, même s'il est possible il est très probable, stylistiquement, on voit bien que la verrière de la Bézéraud est légèrement postérieure. Or, dans cette minute latine, on parlait d'Antoine de Montiraud, le fils de Louis, et on parlait de Gallo de Montiraud, archidèque de Dreux puis de Chartres. Or, en fait, c'est probablement bien Louis III. Vous voyez que ce qui est important, c'est d'essayer d'organiser un faisceau d'hypothèses ou un faisceau de certitudes avec des historiens de l'art, avec des maîtres verriers pour des questions de technique, parce que les techniques évoluent, etc., pour essayer de circonscrire les dates et de confronter ça à l'analyse des documents historiques dont on pourrait sur lesquels on pourrait avoir main, et essayer d'arriver à des hypothèses les plus solides qui soient. Différence entre les charpentes qui me sont apparues, donc les charpentes du chœur à droite et de la nef à gauche qui me sont apparues immédiates sur place. Il a fallu un relevé précis pour comprendre, comme vous le voyez, des différences d'inclinaison entre les deux sur lesquelles je reviendrai. Malgré tout, quelques-uns de mes interlocuteurs ne voulaient pas me croire jusqu'à ce que Fabien Audebran, à la DRAC, réussisse à organiser une étude dendrochronologique pratiquement au dernier instant dans l'étude, qui ont presque confirmé mes hypothèses, sauf pour la chapelle sud. Chapelle nord, en fin de deuxième phase, vous voyez que déjà l'évolution stylistique est importante. Les réseaux de la baie sont à Doucine et à Tiers-Point. Et ça me permet aussi de vous montrer à nouveau les écus et les armes de la famille de Montiraud et d'Ambroisine de Villiers, qui permettent une fois de plus de dater cet ouvrage de leur commande, disons, de rapporter cet ouvrage à leur commande. Je pense que c'était en fait leur chapelle funéraire. Il y a plusieurs litres, comme vous le voyez, où on note bien le sautoir d'argent de la famille Montiraud, c'est la photographie de gauche, en bas,
sous une préparation aux oxydes de fer, si bien qu'en 1555, l'église se présente dans l'ensemble comme nous la connaissons aujourd'hui, à l'exception du campanile et de cette délicieuse sacristie du 19e, en bas à gauche. Quelques périodes d'embellissement, moi je ne résiste pas à vous montrer ces photographies de la verrière de la consécration qui est dans la chapelle sud, de la magnifique contre-table d'inspiration bourguignonne, qui pourrait même être une œuvre bourguignonne, et où l'on reconnaît dans les deux cas Gallo de Montiro, archidiacre de Dreux et de Chartres à cette époque, et sans doute très introduit dans les milieux artistiques chartrains, quoique de belles verrières comme celle-ci, on en trouve aussi à Nogent-le-Rotrou, à quelques kilomètres de Montiro. À droite, c'est un arbre de Gessé, très restauré au 19e, en 1877, mais qui possède encore quelques très beaux panneaux du 16e, notamment les visages des personnages. Chapelle Nord, d'autres très belles verrières. Et là aussi, il faut un travail avec des maîtres verriers, des historiens d'art, pour réussir à approcher une datation qui serait plutôt vers 1570-1580, entre autres grâce aux techniques éblouissantes. Je dois vous dire que ces verrières sont vraiment émouvantes, des jaunes d'argent et du Jean Cousin, et ce qui permet de contredire une idée commune qui serait que ce serait Gallo de Montiro qui serait représenté en bas à droite, mais non, c'est Jean III de Montiro qui lui a succédé à l'archidiaconat de Chartres. Un joli programme de sculptures. Toutes ces sculptures sont du XVIe siècle, on voit très bien l'évolution stylistique. En particulier, les dernières sculptures Saint-Roch, Saint-Paul sont vraiment très touchantes, très fines, avec une belle polychromie, hélas sous un badigeon gris qui ne me satisfait pas beaucoup. Des vestiges de mobilier du XVIe siècle également, notamment, et ça c'est assez exceptionnel, un vestige du jubé qui est réemployé en banc-clos, avec de très beaux panneaux en défonce, et puis ces mortaises pour les balustres de la clôture, une très belle porte du XVIe complète, magnifique, des éléments en remploi dans le mobilier. Et puis au XVIIe siècle, fut engagé un très important programme d'embellissement iconographique. Je dis fut engagé sur l'ensemble de l'église parce que sous les badigeons, il y a visiblement des vestiges dans la nef et dans la chapelle sud. La chapelle nord n'a pas été badigeonnée sauf la partie basse. Par contre, vous voyez qu'elle est extrêmement altérée par essentiellement oxydation des blancs de plomb en platnérite, ce qui donne ces placards noirs, notamment sur les visages, sur lesquels je reviendrai, et puis des infiltrations d'eau qui nous posent problème. Alors, Fabienne Audran avait identifié un premier carton. J'ai interrogé de nombreux historiens d'art, notamment à la Fondation Mariette, et finalement j'ai pu identifier quelques autres cartons. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup le temps de m'étendre. Autre travail collégial qui est une tentative d'attribution de ces œuvres. Et finalement, c'est le nom de Nicolas Prévost qui ressort avec Madame Bassani-Pacht, artiste qui était très actif au milieu du XVIIe siècle, notamment au château de Richelieu, qui s'est trouvé désœuvré en 1642 à la mort du cardinal. Et comme par hasard, le seul document que nous ayons sur ces peintures, c'est la fondation du Saint-Rosaire à Montiro en 1644. Donc vous voyez que là aussi il y a un faisceau de dates. Il y a aussi des questions techniques sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, sur notamment la préparation. De la même période, ce campanile, que j'aime beaucoup, même s'il est très abîmé, avec quelques restaurations récentes douteuses suite à un incendie et la foudre au début des années 1980. Du 18e, eh ben, il nous reste un complet, enfin un programme mobilier complet dont nous connaissons les marchés, tout est là. Vous voyez que la commande de moins belle qualité qu'au siècle précédent, puisque ce mobilier qui date de la fin du XVIIIe siècle a quelques anachronismes de style tout à fait étonnants. Et puis au XIXe siècle, une très importante intervention par le comte d'Antenaise et le peintre Barenton, qui a également travaillé à la crypte de la cathédrale de Chartres, des verrières ornementales,
2 nouvelles cloches très lourdes, un programme de sculpture sulpicien, j'ai entendu ce matin. Et programme donc, qui visait à dégager sans doute les très belles verrières du XVIe siècle et qui, dans les faits, est passé par la destruction d'un maître-autel baroque qui est attesté par un plan de 1853 et qui a supposé le déplacement de la sacristie et de son mobilier dans cet édifice peu avenant, mal construit, très maladroit, parce qu'en particulier, vous voyez que la toiture masque la partie basse de la verrière de la crucifixion, ce qui a peut-être permis qu'elle nous parvienne sans restauration, mais qui évidemment pose des problèmes sanitaires que vous imaginez liés à la condensation en particulier. L'étude prévoit différents sondages et une mise en surveillance de la charpente qui a quelques problèmes pour essayer de mieux la comprendre, quoique vous verrez, bon. Et des sondages, bien sûr, sur le programme de peinture, aussi pour peut-être mieux comprendre les bases romanes. Sur l'état sanitaire, je vais aller assez vite parce qu'on y voit des problèmes que vous connaissez tous, d'infiltration d'eau sur un sol tout à fait perméable. J'ai dit tout à l'heure que c'était des marnes à silex. Le fait qu'il n'y ait pas de pente ne pose pas de problème de fondation, parce qu'il n'y a pas de glissement rotatif. Par contre, effectivement, c'est un sol étanche avec des remontées très importantes qui ont beaucoup altéré la fourrure. Les enduits, à part des réparations maladroites au ciment, comme en haut à droite, n'ont jamais été restaurés. Ils sont très usés au point que cette jolie matière et cette jolie couleur que l'on connaît aujourd'hui, c'est bien les mortiers de pose du parement et non pas les enduits de finition dont il nous reste assez peu de choses à part les litres, et le projet est de fixer ces vestiges autant que possible, mais aussi de reprendre des enduits en recherche, parce qu'il faudra passer par des coulis gravitaires de chaux, manuels, tous les mètres carrés. Vous avez une image beaucoup plus colorée que la mienne. C'est surprenant. C'est pas tout à fait ça. Bon. Voilà. Alors se pose évidemment la question de la restauration des ouvrages en craie. C'est une craie gélive, donc elle a éclaté au gel. Elle souffre aussi d'esquamation. Et il faut bien comprendre que les chevronnières des rampants sont absolument hors d'usage aujourd'hui. Vous voyez l'état aussi de conservation de la modénature. On a perdu en particulier les crochets. On a la naissance des fleurons, mais pas les crochets, en tout cas pas sur la chapelle nord et sur les rampants du pignon occidental. Donc quoi que l'on doive remplacer la matière, je n'ai pas proposé de restitution de ces crochets à cet instant-là. Par contre, je l'ai proposé pour la chapelle sud, où il y a plus d'évidence. Mais là, il y a beaucoup de matière à changer. Le travail d'observation de l'architecte, c'est aussi de savoir retrouver des vestiges convaincants. Donc ici, des tuiles de très petits moules, avec leurs liens. Vous voyez qu'elles étaient montées avec ces petits liens qui sont en quelle essence ? Je pense que c'est du noisetier, pardon. Montées sur le chantier de toiture et que l'on retrouve comme ça dans les combles en fouillant un peu. On ne récupérera que très peu de tuiles anciennes qui seront plutôt utilisées sur les rampants de la chapelle nord qui est moins exposée, si toutefois on peut. On verra au tri. Le gros problème statique, disons, de cette église, c'est celui de ces charpentes. Charpentes qui sont bien réalisées, quoiqu'elles souffrent d'un défaut de contreventement, mais charpentes qui ont été levées sur des assises mal calées, tout simplement. Ce qui a provoqué dès le début une gîte. Vous voyez très bien que la charpente orientale gîte beaucoup plus à l'ouest que la charpente occidentale. Et puis, deuxième gros problème de ces charpentes, c'est le défaut d'entretien, problème classique, au point que les sablières peuvent avoir disparu, les blochers aussi, comme c'est le cas, vous voyez, en bas à droite, et des problèmes d'assemblage rompus, en général, surtout sur les croix de Saint-André, mais aussi parfois sur les sablières. Le deuxième problème vient du campanile. Alors je dis qu'il avait été implanté au XVIIe siècle. Il est très bien construit en lui-même. Il a été assez curieusement implanté sur deux grandes sablières qui reposent sur une fausse ferme dont vous voyez en pointillé ici l'un des chevrons. Et à l'opposé, il est
maladroitement, encastrés dans le pignon occidental. Or, ces deux supports ne sont pas à même de reprendre la charge du campanile, qui plus est, alourdi par les deux très lourdes cloches qui ont été implantées par le comte d'Antenez à la fin du XIXe siècle, et qui exercent des poussées considérables. Alors, on parlait tout à l'heure de savoir interroger des bureaux d'études, etc. Donc, je me suis tourné vers un ingénieur des arts et métiers qui m'a réalisé un petit outil de calcul des poussées des cloches et qui permettent qui permet de calculer la poussée de celle-ci. Lorsqu'elles entrent en résonance, 1,5 tonne à la verticale et 1 tonne à l'horizontale. Or, le beffroi dans lequel elles sont implantées est bien trop léger, il s'est déplacé. Il pousse le campanile à l'ouest. Sous l'effort à la fois vertical et horizontal, les deux sous-faîtages ont rompu et sont hors d'usage aujourd'hui. Ce que je souhaitais, c'était malgré tout conserver les cloches en place. Et éviter la réponse la plus logique, vous me direz, d'un point de vue structurel, qui était de descendre des points d'appui dans la nef, points d'appui qui n'ont jamais existé. J'ai donc, partant du principe que la première travée devait être démontée pour être restaurée, je propose de monter, lorsqu'on la relève si vous voulez, de monter en parallèle une deuxième charpente dans le plan de la toiture sur un tabouret qui permettent de reprendre un beffroi avec une inertie suffisante, quoique l'espace soit très exigu, comme vous le voyez, et de remonter le campanile restauré, dont aucune pièce dans la partie basse ne sera supprimée, coupée ou que sais-je pour implanter le beffroi, et qui sera restauré dans sa partie haute selon des profils plus convaincants que les pièces en contreplaqué des années 1980. Vous voyez sur cette axonométrique que ce principe a un gros défaut de contreventement longitudinal à nouveau. Je ne parle pas des croix de Saint-André que j'apporte sur les rampants dans l'épaisseur des fourrures nécessaires pour la charpente elle-même. Mais ce principe fonctionne si l'on inverse le sens de rotation des cloches. C'est-à-dire que si on les fait sonner du nord au sud plutôt que de l'est à l'ouest, ce qui est possible sur le plateau de Montiro. Et dans ce cas-là, si je reviens en arrière, vous le faites sonner comme ceci, et vous voyez que vous profitez du plus grand empattement pour résister aux efforts de balancier. On voit bien aussi sur cette image comment est réalisé le beffroi. Les cloches sont presque à la même altitude, je les ai baissées de 5 cm par rapport à l'altitude actuelle. Et le campanile est restauré en réouvrant la très jolie lanterne de la partie haute, ce qui est tout de même plus convaincant que ce qui est fermé aujourd'hui, en restituant un membron, en reprenant les profils plus convaincants, vous voyez, pour les chevrons et pour le dôme supérieur. Lorsqu'on restaure les charpentes, on se pose la question de la restauration des voûtes lambrissées. Aujourd'hui, ce que l'on a, c'est ou bien, dans les années 80, des grandes planches de sapin de deuxième choix qui portent de ferme à ferme, ce qui est quand même assez peu convaincant, ou bien, un petit peu mieux quand même, dans les années 30, une restauration, mais avec les mauvais profils, en pin également, etc. Et là, je voudrais reparler un petit peu, peut-être pas de géographie, mais peut-être même de pédologie, vous savez, cette science de l'étude des sols, des forêts, qui a permis à de grands scientifiques de retrouver quelles étaient les populations indigènes dans les forêts, dans leur histoire, depuis le Moyen-Âge essentiellement, voire même parfois l'Antiquité. Il y a une habitude dans le Perche aujourd'hui d'utiliser du châtaignier, parce qu'effectivement le châtaignier se trouve en grande quantité dans les forêts du Perche, mais ce n'est pas une essence indigène. Le châtaignier est attesté au XIIIe siècle dans le Vaucluse. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé d'études de pédologie sur le Perche, et c'est bien dommage, parce que je pense que le châtaignier n'était pas utilisé au XVIe ou au XVIIe siècle dans ce genre d'ouvrage. Ni non plus en couverture. On couvre beaucoup de campaniles avec des centres de châtaigniers. Aujourd'hui, je pense que c'est une erreur. Donc je propose du chêne. Deuxième problème, c'est celui du décor. Aujourd'hui, on a tendance à choler ces voûtes. Or, ces voûtes étaient très richement décorées, parfois avec des décors, un vrai programme iconographique,
l'Apocalypse de Saint-Jean, par exemple, à 5 km de Montiro. Pour des questions de compatibilité avec les décors du 19e, essentiellement, j'ai choisi ce décor d'Hermine que vous voyez, que je reprends de l'église de la Gadelière, qui est à 20 km de Montiro. Pourquoi la Gadelière? Également parce que la première moitié du XVIe siècle, donc lorsque furent levées ces charpentes, la cure de la Gadelière était tenue par 2 membres de la famille de Montiro, donc j'y ai vu ce lien. Je vais passer, j'ai pas le temps de vous parler malheureusement des reprises de charpente de la chapelle sud, d'autant qu'il y a eu des réparations assez maladroites, je n'ai pas envie de les aborder, des réparations récentes. Disons que ces charpentes, par leur poussée, ont rompu les réseaux de la très belle valeur de la crucifixion, qui souffre par ailleurs donc, de casses diverses, de lixiviation, d'oxydation, d'encrassement, etc., et qui a besoin d'être déposé pour être restauré. On est trésorier en l'abbaye, on restaure les réseaux, et pour ce faire, il faut évidemment, est-ce qu'on la voit là? Oui, il faut démonter, vous voyez, au moins la toiture de l'horrible, passez-moi le mot, pardon, je suis architecte en chef, maintenant je devrais m'exprimer un peu mieux, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire, vous voyez cet ouvrage, cette sacristie, quoi, voilà. Et bon, alors faut-il reconstruire la sacristie? C'est un projet assez usuel, finalement, reconstruire sur l'emprise. J'en ai fait un ici. Vous avez compris que je ne suis pas convaincu. Ce que je préférerais, c'est retrouver le volume du chevet tel qu'il était voulu par les maîtres d'œuvre du XVIe siècle. Quand même, c'est très jaune, hein, je suis désolé. Et bien sûr, le profil méridional. Je pense que c'est un projet qui est faisable en étant fidèle à l'histoire de l'Église, en replaçant la sacristie dans l'abside, en y replaçant les meubles, c'est-à-dire que lorsqu'on prend bien ses codes, qu'on fait bien son relevé, etc., jusqu'au mobilier, on voit bien que le bahut vient sous la verrière 0, et qu'en face, le chapier à potence vient au dos d'un autel. D'ailleurs, la partie basse du chapier était ouverte pour donner accès au-dessous de l'autel. Et je propose de déplacer donc l'autel 19e ici, de réimplanter une soignée, une cloison en lambris avec un retable, en bois également, et en habillant la cloison de tentures véritables, bien faites, riches. Non, mais je veux dire conforme au savoir-faire du 19e, sur le modèle des tentures en trompe-l'œil voulues par le peintre Barenton. Vous voyez sur cette image pourquoi je ne souhaitais pas non plus un décor trop présent pour la voûte lambrissée. On reconnaît bien le bahut, on reconnaît bien... Ça c'est très joli, vous savez, c'est un pupitre de Scola, qui a plus sa place dans le chœur en vérité. Aujourd'hui, il est vissé dessus avec une platine en inox, l'une des statues du XVIe siècle. C'est un peu dommage tout de même. Ça permet aussi de replacer les très jolies consoles du XVIIIe, qui sont des autels servants, bien évidemment, qui retrouvent leur fonction plutôt que de servir également avec des platines en inox à tenir deux statues. Bon, rapidement, le deuxième sujet que je voulais un petit peu développer, c'est celui des peintures du XVIIe siècle. Je n'ai pas vraiment de temps pour vous parler des problèmes techniques. En un mot, pour pouvoir consolider les maçonneries, il va falloir fixer ces peintures qui sont non adhérentes. Le fait qu'elles soient non adhérentes, et d'ailleurs c'est intéressant parce que ça veut dire que ce n'est pas un peintre habitué à ce genre d'ouvrage qui l'a fait, c'est un peintre de Chevalet qui a fait la préparation. Et puis il y a le problème de la platnérite, de l'oxydation du plomb, qui aujourd'hui est irréversible. Vous savez qu'on a essayé de faire des oxydations inverses, donc des réductions des oxydes de plomb. Ça marche un peu sur la galène, mais pas du tout sur la platnérite. Aujourd'hui, on n'a pas de solution technique. Malheureusement, ça s'est énormément dégradé depuis les années 50, lorsqu'ont été prises ces très jolies photos, au point que ça donne ce que vous voyez là. Et malheureusement, je vous prie de croire que c'est ce que l'on voit sur place. C'est pas seulement une vue d'artiste. Il y a des lacunes considérables,
Et la structure voulue par l'artiste n'est plus du tout, pas plus du tout, c'est pas vrai, mais n'est plus difficilement lisible. Le soubassement est entièrement perdu, sauf ce relevé échelle 1 que vous avez à droite avec le faux marbre. Donc vous avez une interprétation en volume, c'est évidemment une fausse, un trompe-l'œil d'un ouvrage en marbre avec une très belle simèse du XVIIe siècle. Ici en bas, un essai par moi-même d'un faux marbre. Je vous prie d'être indulgent. Et puis au-dessus, l'exemple, parce que c'est très surprenant, c'est que on retrouve exactement ce soubassement à la Farnésine. C'est l'œuvre de Raphaël. Or, Nicolas Prévost, l'artiste peintre dont je parlais tout à l'heure, a évidemment travaillé à Rome comme tous les grands artistes de cette époque. Ma proposition est de réintégrer les décors purement architecturaux, d'une manière réversible, à la gomme arabique. Après avoir repris des enduits, parce que vous voyez qu'il y a des zones qui doivent être reprises, et pour la partie basse, de réaliser en menuiserie un soubassement qui donc n'est pas un pastiche du soubassement que l'on ne connaît pratiquement plus, à part le relevé que je vous ai montré, mais qui permet néanmoins de retrouver ce que souhaitait l'artiste, c'est-à-dire d'asseoir ses œuvres sur un lambris. Bon, est également restaurée la clôture du XVIIe siècle, la parure d'autel qui est en pièces un peu disparate et abîmée dans la sacristie, l'emmarchement. Cet autel-là, c'est très probablement le maître-autel baroque dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été déplacé au XIXe siècle. Le programme iconographique est incomplet, pardon. Vous voyez qu'en face de Joachim, il manque Sainte-Anne, et en dessous, ce sont les mystères du rosaire. Donc en dessous, on devrait avoir la restitution du Christ au temple. Nous avons perdu ces œuvres, elles ne sont pas là. Par contre, je pense que le programme iconographique de la chapelle serait incomplet si on ne pouvait pas remettre en place la très très belle verrière de l'Annonciation, qui donc est aujourd'hui stockée dans un coffre-fort chez un maître verrier chartrain, après sa restauration, qui pose des problèmes parce que vous voyez que l'anatomie de la Vierge ne fonctionne pas. On ne peut pas, avec sa main, montrer le bouquet de lys. Il y a quelque chose qui ne va pas. A-t-elle été réutilisée? Je ne sais pas. Nous avons essayé avec le maître verrier plusieurs compositions. Finalement, je me suis rendu à la sienne, qui est celle-ci. Bon. Et je pense qu'il faut un concours avec un maître verrier pour des panneaux d'accompagnement. Donc ce dessin qui est à droite sur la méthode n'est pas un projet d'architecte, c'est pas ce que je veux faire. Là, ce que je veux faire, c'est montrer à la maîtrise d'ouvrage, à la conservation, etc., ce qui pourrait être, ce que l'on peut faire. Ça, c'est important. Et encore une fois, toujours ce travail avec des historiens d'art, avec des maîtres verriers, etc., un travail commun. Et il y a aussi un programme de restauration du mobilier, donc je vous ai dit qu'il était très complet tout à l'heure, et de présentation du programme statuaire, je n'ai pas le temps. Il y a eu dans cette étude un travail de réflexion sur l'organisation du chantier et sur le phasage, parce qu'il y a aussi une longue et très précise estimation que j'ai faite moi-même selon mon habitude. Pour le coup, voilà, l'équipe pluridisciplinaire s'arrêtait là. Je fais toujours mes estimations moi-même. Et qui montrait la nécessité de phaser pour des questions budgétaires, évidemment, mais en même temps, toute la difficulté parce que le parapluie sera là pour restaurer les charpentes. J'ai dû dépasser le temps. Je vous invite, j'invite juste mes jeunes confrères étudiants à ne jamais sous-estimer leur capacité d'observation, à toujours revenir sur site, à toujours dessiner avec, comment disiez-vous, Benjamin, opiniâtreté, je crois, c'est ça dans le titre, c'est très très juste. C'est un travail de longue haleine. Je pense que vous avez tout à gagner, d'ailleurs, malgré tout, en temps d'études, à le faire sur place. Et pour reprendre une conversation que j'avais avec Pierre Bortolucci il y a quelques jours, c'est une étude, vous avez vu, qui a fait intervenir de nombreuses personnes, que je remercie, je n'ai pas le temps de les citer toutes, des tailleurs de pierre, des menuisiers, des historiens d'art, un diacre, des historiens amateurs,
des érudits locaux, vous voyez. Mais ce que fait l'architecte, là, c'est être le chef d'orchestre. Et je ne dis pas le chef d'orchestre uniquement dans l'idée, si vous voulez, qu'il dirige les gens. Non, c'est pas ça. Pour les diriger, et ça, il faut s'y attacher, il faut connaître chacune de leurs disciplines. Il faut lire, 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 chercher, et chercher en transversal. Toujours en transversal entre les différentes disciplines. Je crois que c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, donc je vais vous présenter mon travail de 6 mois sur cette chapelle au Puy-en-Velay en Haute-Loire, qui vous est présenté ici sur ce premier dessin depuis la rue. Donc la présentation, elle reprend plus ou moins l'organisation des dossiers qui nous a été demandé de rendre dans le cadre du concours sur épreuve. Avec une partie historique documentaire, une partie diagnostique et une partie concernant le projet de conservation et restauration sur laquelle il m'a été demandé d'être plus précis dans le cadre de cette présentation-là, étant donné que la situation de cette chapelle est assez singulière, on va le voir juste après, compte tenu du fait qu'elle soit propriété d'un maître d'ouvrage public qui l'a désacralisée. Le Puy-en-Velay, alors je parle un peu du site parce que c'est une chapelle qui est extrêmement liée à son environnement, qui est un environnement urbain extrêmement foisonnant d'histoire et d'architecture. Le Puy-en-Velay, c'est une ville qui est de la Haute-Loire, qu'Étienne pourra expérimenter largement dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Une silhouette qui est évidemment très singulière, que beaucoup de monde doit connaître, qui est marqué par un volcanisme ancien, où on voit au premier plan ici sur l'image de gauche la cheminée du rocher Saint-Michel d'Aiguille et à l'arrière le mont Anis, sur lequel est bâtie la cité épiscopale du Puy-en-Velay avec la cathédrale qu'on voit à droite et l'ensemble des bâtiments qui l'entourent. La cité épiscopale qu'on voit ici sur ce dessin un peu synthétique, qui est en fait une vue de l'esprit puisqu'il y a une topographie très, très complexe. Donc ce plan-là, en fait, n'existe pas, mais c'était une image ou un plan un peu imaginaire, on va dire, de l'ensemble des bâtiments qui constituent cette cité épiscopale, avec le groupe cathédrale, donc la cathédrale qu'on voit ici en haut à droite, l'importance aussi des institutions hospitalières, avec l'Hôtel-Dieu juste en dessous, ici, et l'hôpital général, dans lequel est inclus la chapelle Saint-Alexis, sur laquelle il m'était demandé de travailler. Donc c'est un ensemble assez complexe et assez étendu. Donc voici le repérage de la chapelle et un petit bâtiment qui est juste à côté, mais qui a été construit simultanément, qui est en fait la porterie. Donc je me suis proposé d'étudier en même temps que la chapelle elle-même. Une description assez rapide de la situation de la cité épiscopale mise en relation avec la topographie du site. Donc on voit aussi l'enceinte médiévale en rouge, dont il reste pas mal de traces, à la fois dans le tissu et dans l'architecture. Et le périmètre précis de cette cité épiscopale, avec l'ensemble des bâtiments en rouge qui sont en fait des institutions liées au fonctionnement de la cathédrale, et le périmètre du secteur sauvegardé, qui est plus large, mais qui prend en fait l'ensemble du périmètre du quartier médiéval. Donc l'évolution du site, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, le site de l'hôpital général est bâti à partir de la fin du XVIIe siècle. Beaucoup de transformations au cours du temps, avec une succession de bâtiments. Donc c'est la disposition, on va dire, claustrale qui entoure une cour trapézoïdale. C'est une disposition qui existe depuis le XVIIe. Simplement, les bâtiments qui l'entourent ont, eux, été construits progressivement depuis cette époque. Et la chapelle Saint-Alexis elle-même est bâtie en 1753, donc c'est l'étape qu'on voit ici, 4. Initialement isolée, c'est-à-dire qu'à un moment où elle a construit, aucun bâtiment n'y est adossé, et progressivement les bâtiments viennent l'aborder, et parfois même s'y adosser ou se poser
sur ses propres murs gouttereaux. Donc voilà la disposition actuelle de la chapelle, avec une très belle façade assez sobre qui donne sur une rue axiale qu'on perçoit depuis la rue des Tables qui monte à la cathédrale. On voit ici cette réflexion assez précise dans le positionnement et l'articulation scénographique, on va dire, de ce bâtiment avec la ville. La chapelle, c'est une nef unique, c'est un bâtiment relativement simple dans ses dispositions volumétriques, donc une nef unique sans bas-côté ni chapelle, 4 travées voûtées d'arêtes marquées par des pilastres à chapiteaux doriques portant un entablement continu. Au nord du volume se situe l'autel entre la partie initialement dédiée aux malades et la nef publique. Le dispositif de séparation est constitué par une clôture liturgique forgée qui est placée à l'arrière de l'autel, donc qui existe toujours. Les 2 extrémités de l'église, au nord et au sud, sont occupées par des tribunes, prenant appui sur des voûtes en anse de panier, qu'on voit ici donc dans les deux sens. Les élévations intérieures présentent 3 niveaux de hauteur sensiblement équivalentes, un niveau inférieur correspondant au portique des tribunes, un second niveau de baies aveugles en plein cintre correspondant à de fausses tribunes latérales, et un 3e niveau de baies hautes dans la hauteur des voûtes au-dessus de l'entablement. Donc ce qu'on voit ici assez nettement, c'est la massivité de cette construction. On a des voûtes qui mesurent 40 cm d'épaisseur en partie courante, qui justifient la massivité des organes de contrebutement. On le voit assez nettement sur l'image, enfin sur la coupe de droite. C'est donc une construction qui est très massive. On verra ensuite que ces dispositions-là sont à l'origine de désordres assez conséquents qui ont été repris très anciennement. On en parlera juste après. La façade ouest est probablement l'une des plus belles réalisations du XVIIIe siècle au Puy-en-Velay, dans un style classique sobre. L'élévation en pierre de taille de brèche volcanique est formée de 2 niveaux encadrés par 2 pilastres montant de fond, ornés de bossages en table et supportant un fronton triangulaire. Sur les côtés, des contreforts épaulent l'édifice jusqu'au niveau de l'égout. La façade nord, côté cour, est traitée plus simplement en blocage de pierre, surmontée d'un clocheton à 2 ouïes. Elle forme à la fois le chevet plat de la chapelle et l'entrée depuis la cour. La façade nord côté ouest, un bâtiment adossé dont émerge une tour escalier permet l'accès à la charpente. C'est une disposition d'origine. Le bâtiment est adossé depuis la construction en 1753. Et à l'est, l'ancienne porterie fait corps avec la chapelle. Au niveau de la 3e travée, le bâtiment dit des enfants exposés, qu'on voit ici, très en hauteur, vient prendre appui sur le mur gouttereau de la chapelle. C'est une disposition du XIXe siècle. Donc, du point de vue constructif, la chapelle est bâtie en pierre de brèche volcanique, issue de carrières proches du rocher Corneille. À ce titre, le registre des délibérations en 1749 notifie l'ouverture de carrières dans le jardin de l'hôpital en vue de la construction des nouveaux bâtiments. Et l'intérieur présente un traitement homogène peint appliqué sur un enduit au plâtre. Là, une étude stratigraphique assez sommaire que j'avais menée durant ces études ne révèle pas de couches sous-jacentes. Il s'agirait donc de l'enduit d'origine. Les objets mobiliers, il y a là un programme assez complet qui est assez homogène du XVIIIe siècle, qui est pour partie protégé au titre des monuments historiques. Donc j'ai oublié de préciser que la chapelle est inscrite au titre des monuments historiques actuellement et qu'elle renferme un certain nombre d'objets mobiliers, immeubles par destination, protégés également au titre des monuments historiques. Ici, la clôture liturgique classée et le portail en noyer qui est également protégé au titre des monuments historiques. Et un ensemble d'éléments mobiliers relativement homogènes, comme je disais, du XVIIIe siècle. La chaire à prêcher, l'autel, les autels latéraux, le tableau de la crucifixion, qui sont dans une disposition assez complète et en relativement bon état.
L'évaluation des qualités architecturales et paysagères de l'édifice, donc il me semblait intéressant quand même de porter un regard assez global et assez général de la qualité et de la valeur architecturale de cet édifice, notamment au regard du programme de réaffectation que le maître d'ouvrage souhaitait et souhaite engager actuellement. Donc la première chose, il s'agit effectivement d'un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques, qui renferme des objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques et qui est inclus aussi dans un environnement protégé à plusieurs titres, inclus dans le périmètre de 500 mètres évidemment de plusieurs monuments historiques, dans le secteur sauvegardé du Puy-en-Velay, dans le site classé du Rocher-Corneille et dans le quartier cathédrale qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je passe sur les valeurs que j'avais pu faire émerger de cette étude. Pour en venir au diagnostic sanitaire, donc cette image est un peu une synthèse des problématiques sanitaires, des problèmes de stabilité que l'on peut constater actuellement sur l'édifice, que j'ai catégorisé des désordres qui sont actuellement actifs. Il s'agit du déversement du mur pignon sud et du mur pignon nord. Des désordres anciens stabilisés, il s'agit du déversement des murs gouttereaux latéraux qui ont été repris par des tirants à l'intérieur de la nef, donc visibles à l'intérieur de la nef. Et des désordres, on va dire plus épisodiques, stabilisés lors de la campagne de restauration de 2000, puisque cette chapelle a fait l'objet d'une restauration de son enveloppe, donc aucunement de l'intérieur, mais en tout cas de son enveloppe dans les années 2000. Donc il s'agit de traces anciennes d'humidité sur les parements intérieurs liées à des défauts d'étanchéité, des altérations de pierre et des altérations de pièces de charpente. Alors la charpente a été totalement reprise dans les années 2000. Il ne reste de la charpente 18e que les entrées qui ont été conservées et certains d'entre eux présentent quand même un état sanitaire préoccupant. Les problématiques de stabilité ont été observées dans le cadre de cette étude par l'intermédiaire d'une analyse statique graphique, donc qui est une méthode que vous connaissez probablement tous, donc sur une travée courante et sur une travée d'angle pour confirmer les hypothèses qui avaient été émises sur le précédent schéma que je vous montrais. Donc sur les travées courantes, le bilan de stabilité confirme la situation d'instabilité sans tirant. En effet, l'épaisseur des voûtes et l'insuffisance du volume des organes de contrebutement montrent qu'une poussée excédentaire de 15 tonnes est présente sur les travées courantes. Donc cette disposition-là a vraisemblablement été reprise par des tirants très tôt dans l'histoire de l'édifice. Sur la travée d'angle où se manifestent des situations de déversement des pignons, là aussi l'étude statique graphique confirme un état d'instabilité moindre de 4 tonnes, donc qui justifie les nombreuses fissures que l'on voit verticales, qu'on ne voit pas sur ce dessin, mais qui sont à ce niveau, au niveau qui justifie cette situation de détachement du pignon. Et toujours dans la situation d'angle, dans le plan du doubleau, une situation de stabilité avérée. Donc tout cela a amené à établir un bilan statique général de l'édifice. Alors je précise qu'effectivement, dans le cadre de cette étude qui a été courte, puisqu'on avait 2 mois pour réaliser cette partie-là du dossier, j'aurais aimé pouvoir avoir aussi un bilan sur la qualité des sols. Bon, je n'ai pas pu faire réaliser ces sondages, donc je suis parti sur des hypothèses de ce point de vue-là. Donc le bilan statique est essentiellement sur les parties en superstructure et des hypothèses sur les qualités des sols. J'ai aussi proposé un ensemble d'investigations complémentaires pour
confirmer ces états de stabilité et voir la manière dont évoluaient ces désordres sur le temps. Et j'en viens au sujet qui m'a été plus précisément demandé de vous évoquer, qui est la question du programme de réutilisation. Donc, dans le cadre du premier volet de cette étude, on devait déjà émettre des hypothèses de réutilisation, de restauration et de consolidation de l'édifice avec un premier chiffrage. Alors je me suis posé beaucoup de questions sur cette dimension-là, parce qu'effectivement aujourd'hui la situation de ce bâtiment, c'est qu'il est propriété d'une institution publique, qui est le conseil départemental de la Haute-Loire, qui l'a racheté, puisque précédemment c'était une propriété de la ville. Le bâtiment est aujourd'hui désacralisé, donc il est sans usage. Le clos et le couvert sont assurés, donc il n'est pas dans une situation de péril. Et le maître d'ouvrage souhaite en faire ce qu'il nomme lui-même un pavillon numérique. Donc déjà, j'ai essayé de comprendre de quoi il s'agissait. Et il m'a semblé intéressant pour être tout simplement, essayer de me mettre dans une situation réelle d'architecte face à un maître d'ouvrage qui m'adresserait cette commande-là. J'ai essayé de démontrer par ce dossier-là la manière dont un architecte, en l'occurrence en chef des monuments historiques, pouvait s'approprier une demande de cette nature et l'infléchir, en tout cas l'analyser d'abord, et mettre des points de vigilance et l'infléchir pour proposer un programme de nature équivalente qui puisse satisfaire les usages et satisfaire le besoin que l'on a tous de conserver des monuments comme ceux-ci qui sont aujourd'hui inutilisés et en voie de dégradation. Donc l'analyse critique que j'avais émise à ce stade sur le programme proposé, il s'agissait de cataloguer un certain nombre de contraintes identifiées. D'abord la lourdeur des installations scéniques et des dispositifs sonores et de gestion de l'acoustique que l'on pouvait présumer, la lourdeur du circuit de visite et des installations destinées au confort et à l'accueil du public, puisqu'il s'agirait forcément d'un établissement au service du public, un fort effectif possible, et souhaité d'ailleurs par le maître d'ouvrage, un besoin quasi permanent d'obscurité qui me semblait absolument hors de propos pour ce type de monument où la lumière évidemment est fondamentale, et la nécessité d'installations techniques encombrantes et disgracieuses. J'avais donc émis une conclusion sur la compatibilité de l'édifice et de ce programme-là, en disant que d'une manière générale, il y avait matière à l'adapter, mais qu'en l'état actuel de la proposition qui était faite par le maître d'ouvrage, on ne pouvait pas laisser ce programme de cette façon-là. Donc j'ai émis un certain nombre de points de vigilance, auxquels j'ai ajouté aussi un certain nombre d'aspects normatifs, dans le cadre de la réutilisation d'un bâtiment de cette nature qui passe en ERP. Évidemment, on doit se conformer à un certain nombre de règles. On sait qu'on peut aussi avoir une certaine marge d'adaptation et de dérogation, mais la base était, il me semble, de partir du cadre normatif général. Donc 2 hypothèses avaient été émises à ce stade, en partant du principe qu'il y aurait 2 volets dans le cadre de ce projet. D'abord un volet consolidation nécessaire, parce j'imaginais qu'on ne serait pas de toute façon dans la même rythmique de projet entre la partie conservation et la partie réutilisation du monument. Donc cette planche, elle illustre cette division en 2 volets, un volet consolidation et un volet réutilisation. Un volet consolidation qui prenait pour base, on va dire, une lourdeur plus ou moins importante des interventions de consolidation, et un deuxième volet de réutilisation, où je me réduisais simplement au volume de la chapelle, et une autre hypothèse où on prenait plus large, donc avec un chiffrage qui allait en conséquence. Donc la partie, le deuxième volet de notre étude concernait le projet de conservation et de restauration. Donc le parti de conservation adopté, donc je parle du premier volet pour commencer, il s'agissait de traiter en priorité et rapidement les désordres représentant des signes d'activité actuels et ou récents, et de privilégier les interventions les plus légères et neutres possibles afin d'impacter au minimum les équilibres en place.
Je ne reviens pas sur les sondages. Il y avait ici un travail préliminaire sur les installations de chantier et la manière d'organiser un chantier sur un site comme celui-ci, qui est un site occupé, puisque c'est un site qui est largement occupé par le conseil départemental et donc par des bureaux, et qui est dans un site aussi très contraint de par la faible largeur des rues. Donc les travaux de consolidation que je proposais dans cette première tranche, il s'agissait de traiter le déversement du mur pignon sud et du mur pignon nord par un système de chaînage constitué de tirants en fibre de verre noyés dans la maçonnerie, reliant la façade pignon au mur gouttereau et scellé sur la longueur à la résine, et l'hypothèse d'une reprise en sous-œuvre des façades par Pieauforêt et Moise Béton, qui ne sont effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que des hypothèses, étant donné que je ne pouvais pas avoir les données sur la qualité des sols. La deuxième intervention consistait à traiter le déversement des murs gouttereaux latéraux. Donc il existe aujourd'hui des tirants qui sont mal positionnés, désaxés par rapport au doubleau. L'idée était de substituer ces anciens tirants par de nouveaux tirants en fibre de verre à l'axe et à la naissance des arcs doubleaux. Et enfin de traiter les problématiques de charpente au niveau des entrées par la mise en place de pièces neuves assemblées à traits de Jupiter en chaîne. J'en passe au deuxième volet d'intervention sur ce bâtiment, qui consistait donc à restaurer et réutiliser l'édifice. Donc j'ai analysé donc la demande du maître d'ouvrage et proposé un programme qui en soit une adaptation, un programme multiple de salles de spectacle, projections, expositions, en prenant pour périmètre de projet la chapelle et la porterie. Ce volume contigu offrait un espace exploitable et donc un certain nombre d'opportunités de redonner un sens fonctionnel effectivement à la porterie historique, de conforter le projet de réutilisation par un programme plus complet et de permettre au public la lecture et la compréhension d'une logique d'ensemble en créant des liens fonctionnels et visuels. Donc on voit en rouge ici les interventions sur le monument. Alors l'intervention la plus forte est sur la porterie, dans laquelle l'ensemble des locaux techniques, notamment les locaux sanitaires, etc., sont placés. L'idée était aussi de restituer l'entrée par cette porterie, puisqu'actuellement il n'existe pas. Enfin, il avait été bouché. Et d'utiliser le volume de la chapelle uniquement pour y placer des gradins remisables pour des manifestations diverses. Donc voilà les travaux sur la façade ouest, avec la restitution de l'entrée de la porterie, la reprise du seuil pour l'accessibilité handicapée. Donc en situation courante, les circuits au sein de l'ensemble chapelle-porterie rencontrent successivement une rampe d'accès extérieure menant à la porterie, un sas, puis l'espace d'accueil vestiaire. Deux portes de communication permettent d'accéder et de ressortir de l'espace de la chapelle. Donc la porterie fait l'objet de travaux de réaménagement assez conséquents afin d'y concentrer les équipements et espaces servants. Les travaux consistent notamment en l'abaissement du plancher bas pour l'aligner avec le sol de la chapelle, la modification du plancher haut, la réfection des menuiseries extérieures, la mise en place des cloisonnements et la reprise des revêtements au sol. Qu'on voit sur ces documents-là, avec une vue de cet espace de la porterie. Dans la chapelle, l'idée était de compacter au sein d'un volume fixe bas les différents éléments techniques nécessaires aux nouveaux usages du lieu. Ce volume forme un espace de remisage intégrant un dispositif de gradins escamotables qu'on voit ici en détail, ainsi que les ouvrages d'irrigation électrique, de chauffage et de reprise d'air. Il est connecté par l'intermédiaire de Carnot au local technique CVC qui est situé au premier niveau de la porterie. Donc il y a un système de volets basculants associé à ce volume technique qui permettait d'envisager différentes configurations de salles, une configuration remisée pour des expositions, visites, cérémonies laïques,
une configuration à gradins déployés qui permettait d'avoir entre 56 et 93 places assises pour des spectacles, concerts et conférences. Et une dernière configuration à droite qui correspond certainement plus à ce que le conseil départemental veut en faire, c'est-à-dire une salle de projection et d'animation numérique. Et j'en termine avec cette image du projet. Non. Il y avait évidemment dans ce volet restauration, la reprise des éléments mobiliers, des parties lacunaires, la restauration du cadre et du tableau de la crucifixion, la restauration de la chaire à prêcher et des compléments sur les parties lacunaires, de même pour les autels latéraux, des adaptations au niveau des vitraux pour permettre d'assurer l'occultation. Et j'en termine enfin avec cette image. Merci.